Alors, bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Je m'appelle Monsef. Laura. L'histoire que je vais Cette te histoire raconter. Alors, incroyable. mon histoire, moi, elle commence Mon à histoire, en fait, Budapest. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu en arrière. 6 ans, et en 2014. 2015. Il y a eu un instant précis qui a bouleversé énormément de choses. Changé toute ma vie, en fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous entamons cette 3e saison par une histoire qui va vous faire voyager. Une fois son diplôme d'ingénieur en poche, Hugo décide de s'expatrier en Argentine pour y trouver du travail. Après une mésaventure dans sa colocation, il part vivre dans un hôtel dans lequel il est logé en échange de quelques services. Un matin, une cliente exprime un soudain mal-être. Hugo lui propose alors de l'accompagner à l'hôpital le plus proche. Ce trajet en taxi de quelques minutes va se transformer en vrai périple et prendre une tournure totalement inattendue. Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Hugo. Retour à l'instant T. Bonjour Hugo, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Lucie. Alors tu vas nous raconter un témoignage autour du voyage, une histoire assez improbable. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu étais, où est-ce que tu es parti et voilà, pour quelles raisons? Ok, alors à l'époque, je venais d'avoir mon diplôme d'ingénieur et j'ai pris la décision d'aller vivre en Argentine. Donc je suis quelqu'un d'assez prudent, j'ai pas pris la décision en coup de tête, j'ai trouvé un visa et je suis parti vivre en Argentine sans travail, mais avec un visa pour trouver du travail. Et au début, j'avais un logement et donc j'ai 25 ans à l'époque. Au début, j'ai un logement et finalement, mes colocs me mettent plus ou moins à la rue. Et donc, j'ai une amie qui me propose d'aller vivre dans un hôtel où je ne paye pas la chambre, mais en échange, je fais les petits-déj et je nettoie les toilettes le soir. Donc voilà un petit peu le contexte. Et du coup, tu avais déjà des amis sur place ? J'avais pas d'amis sur place. Mon premier logement, je l'ai trouvé grâce à ma mère qui avait des étudiants et qui du coup, je voulais pas du tout avoir de l'aide de ma mère, mais finalement, bref, ces étudiants qui m'ont un peu viré de leur appart. Et donc là, j'entame un mois dans cet hôtel où c'est tous les soirs la fête. Et comme je suis dans une chambre de 8 et que de toute façon tu peux pas dormir, je fais tous les soirs la fête. Je suis très amoureux d'une fille avec qui j'arrive pas à le dire. Donc je suis dans un état euphorique d'être en Argentine depuis peu. Je suis dans un état euphorique de faire la fête tout le temps. Et en plus, je suis très amoureux. Mais je peux pas le dire, donc ça me met dans un état de frustration, je sais pas. C'est ça un petit peu ma situation juste avant l'événement. Je vais appeler ça l'événement. Et donc, je te dis, voilà. Ouais, tu peux continuer du coup. Qu'est-ce que tu as fait par la suite ? Donc, on est dans un hôtel, il y a une très bonne ambiance, tout le monde discute, réceptionniste, etc. Donc c'est ton job ? C'est mon job, je suis pas payé, mais on me donne une chambre gratuitement, voilà. Un jour à l'hôtel, il y a deux clientes de l'hôtel. Donc c'est un hôtel de jeunes, on est tous des jeunes, c'est un truc en chambre partagée, donc il y a pas vraiment un public normalement de personnes un peu plus âgées. Et là, il y a deux clientes de l'hôtel qui partagent leur chambre avec une dame qui viennent voir à la réception et qui disent on a un problème. La dame qui est avec nous se sent pas bien. Elle a pas mangé, elle est pâle, elle est dans son lit depuis 3 jours. Depuis qu'on est arrivé, elle a pas bougé de son lit. On l'a jamais vu sortir de son lit. Et donc, moi, je me dis, bon, là, je travaille que le matin et le soir, nettoie les toilettes. Donc, entre-temps, je suis dans l'hôtel, j'essaie de trouver du travail, etc. Et je me dis, je vais aller voir cette dame, lui apporter de l'eau, être gentil, en fait. Je lui ramène un peu des restes du petit déjeuner et je me rends compte qu'elle est vraiment pas bien. Et tu la vois livide je la vois faiblarde, qui parle vraiment
lentement shooter, quoi. Je la vois shooter et les deux autres clientes qui sont inquiètes. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais aller voir la patronne de l'hôtel et le patron, et je vais leur dire, bon, bah, on va appeler SOS médecin ou on va faire quelque chose pour cette dame, ce qui me paraissait le plus logique. Donc, quand j'en parle à la patronne et au patron de l'époque, ils me disent, ça, c'est la déprime pour notre hôtel. Nous, on a un hôtel où c'est la fête, où il y a des jeunes, elle va nous plomber l'ambiance. Donc, moi, je m'attendais pas du tout à cette réaction-là. Et ils me disent, bon, bah là, faut qu'elle sorte de l'hôtel. Faut qu'on... En plus, elle a pas payé. Donc, il y a un autre truc qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé ils sont en contact les uns des autres, ces hôtels-là. Et ils ont eu l'info comme quoi, elle était virée de l'hôtel juste à côté. Donc, elle venait déjà d'un autre hôtel et elle était déjà pas bien. Ça faisait, je sais pas, 1 semaine qu'elle était à Buenos Aires. Et 1 semaine qu'en fait, elle passait son temps au lit et donc, elle s'était déjà fait virer d'un hôtel. Donc là, ils me disent, on va la virer. Bah, moi, je me sens coupable. J'ai la culpabilité que eux n'ont pas, en fait. Je me dis... Et puis, en fait, aussi, comme j'ai discuté avec elle, que j'ai un petit peu créé un contact en lui donnant du sucre, du pain, j'en sais rien... Pour eux, c'est plus facile de dire virons-la parce que ils se rendent pas compte dans quel état elle est, etc. Donc, je me dis, bon, bah, je vais essayer de trouver un numéro SOS médecin. On m'explique que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas un médecin qui peut se déplacer. En plus, il y a beaucoup de systèmes de médecine privée, comme en Espagne. Donc, voilà. Je parle avec le réceptionniste. Il me dit, bah, t'as qu'à l'emmener à l'hôpital. Alors, la première étape, ça a été de tirer de l'argent pour payer l'hôtel qu'elle n'avait pas payé. Donc, en tout cas, là, tu te dis oui, je vais l'emmener à l'hôpital, quoi. Au début, je me suis dit, bon, bah, c'est le matin, j'ai rien à faire de ma journée. Je suis un peu dans cette euphorie que je te disais. Je vais faire ma BA. Donc, moi, je crois beaucoup au BA. Je crois pas du tout. J'ai pas de religion, ni je crois pas au destin, etc. Je crois pas au karma. Mais je me dis, bon, si tout le monde fait des BA, j'en recevrai forcément, tu vois. Et puis, je crois aussi que j'aime bien être gentil parce que les gens apprécient cette qualité chez moi et que moi j'apprécie cette qualité chez moi. Et puis je m'attendais à une petite BA, quoi, la petite BA du matin. On va la déposer à l'hôpital. Ciao. Donc la première étape, ça a été quand même de tirer de l'argent. Donc il a fallu qu'elle se lève, qu'elle s'habille, etc. Et là, je l'ai vu vraiment, j'ai pris conscience de son état quand elle s'est mise à marcher parce que je la voyais déboussolée. Elle a essayé de traverser la rue, elle a failli se faire écraser par un taxi. Donc, je me suis senti vraiment encore plus inquiet pour elle et je me suis dit, bon, bah, elle a besoin de quelqu'un. Et je me suis dit, elle a besoin de moi, en fait. Elle a besoin de moi. Il y a que moi qui vais pouvoir la sortir de cette situation. Et au moment de tirer de l'argent, elle était complètement mal, donc je pouvais voir son code, enfin c'était n'importe quoi. Elle était, je la sentais vulnérable. Donc on finit par rentrer à l'hôtel, payer l'hôtel, laisser ses valises et on part pour notre première étape, ce qui finalement était qu'une étape de notre périple à Buenos Aires. Donc la première étape, c'était d'aller à un hôpital. Tout ça, pour ceux qui connaissent Buenos Aires, c'était dans le quartier de San Telmo. Et il y a un quartier à côté qui s'appelle La Boca. Donc moi, ça faisait que quelques mois que je vivais là-bas, mais on m'avait dit fais attention, c'est dangereux. Mais bon, on m'a dit aussi l'hôpital est là-bas, donc on se dirige vers cet hôpital. À la réception, on me dit bon, elle a mal où cette dame? Moi je dis elle a mal nulle part, elle est juste pas bien, quoi. Et ils me disent bah non, mais nous on prend des patients qui ont mal aux pieds, qui sont malades, qui toussent ou j'en sais rien. Mais si c'est quelque chose de psychologique, bah on peut pas la recevoir. Donc on se fait virer de cet hôpital et on nous dit aller en direction de l'hôpital Le Borda. Donc le Borda, c'est un mot qui parle à tous les Argentins. Mais moi, qui avais que quelques mois à Buenos Aires, ça ne me parlait pas. Et on sort de l'hôpital, on rentre dans un taxi.
direction le Borda. Et là, on arrive dans un endroit assez incroyable, qui est un hôpital qui est psychiatrique, qui est très connu, qui est notamment connu parce qu'ils ont une radio et ils font des événements dans l'hôpital psychiatrique où ils font venir du monde. C'est très associatif. Il y a Manu Chao qui a fait de la musique avec eux. Il y a une radio qui s'appelle la Colifa, je me souviens plus. Il y a des films qui ont été faits sur cet hôpital, c'est assez connu. Mais c'est aussi très connu parce que c'est un hôpital psychiatrique, c'est toujours particulier, mais dans un pays comme l'Argentine, c'est encore plus particulier. C'est un combo de folie, quoi. Il y a pas de réception là-bas. On arrive dans un espace un peu ouvert. On est reçu par un monsieur qui a une veste de médecin mais sale et qui est à l'intérieur de l'hôpital et qui fume et qui jette ses cendres par terre. Donc c'est un peu ça l'ambiance. En plein milieu de l'hôpital, il jette ses cendres. Et on est dans une salle, mais ça ressemble pas forcément à un hôpital. Ça ressemble à une espèce de squat en fait. Ça ressemble à une espèce de squat. Et il y a que des hommes. Parce que après, on s'est rendu compte que le Borda, c'est un hôpital psychiatrique pour hommes. Donc on n'avait rien à faire là. Et donc on s'installe avec cette dame, avec qui d'ailleurs j'ai pas précisé, mais c'était une dame d'un certain âge, je dirais 45 ans, quelque chose comme ça, 45 ans. Je sais pas parce que comme j'étais jeune, j'arrive pas trop à voir. Italienne, donc on parle en anglais ensemble. Donc là, c'est un petit peu le moment où quand on nous met dans cette salle d'attente, on est sur un espèce de banc cassé et autour de nous, il y a des écritures des personnes qui sont pensionnaires, enfin qui sont hospitalisées, avec des trucs écrits partout. Et c'est le moment où elle passe de l'état complètement aphasique à un état de qu'est-ce que je fais là, j'ai un espèce de réveil. Il faut surtout pas que Hugo me laisse abandonner ici. Et là, elle commence à me parler un petit peu. Elle commence à se réveiller et à avoir un instinct de survie. Comme moi, d'ailleurs, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Et on commence un petit peu à parler à partir de ce moment-là. Elle arrête de faire les, je sais pas ce que je veux faire, etc. Elle est un peu moins boulet. Et donc là, on voit des pensionnaires qui passent. Je me souviens d'un monsieur qui mettait du stick, du déodorant sur sa main et après qui reniflait sa main. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on peut s'imaginer de plus dingue, quoi. Et puis ils nous font poireauter un petit peu et après ils nous disent bah non. Enfin, ils ont pris quand même, je sais pas, 15 minutes pour nous dire il y a que des hommes ici. Donc vous pouvez pas rester ici. Allez à l'hôpital Mochano. Donc troisième étape du voyage. Où là, il y a un énorme soulagement. On se dit, bon, bah déjà, on va pas rester là. Et en plus, il y a un hôpital psychiatrique pour femmes, qui est le Mochano. On appelle un taxi, on monte dans le taxi, on dit direction hôpital Mochano. Le taxi fait littéralement 100 mètres et nous dit, vous êtes arrivés parce que les deux hôpitaux sont côte à côte, quoi. Donc, l'hôpital Mochano, là, d'un seul coup, j'ai un espoir que ça se termine là parce que c'est beaucoup plus calme, il y a un petit jardin, c'est très agréable. On nous indique un endroit où on va être reçu. Mais arrivé dans le couloir, là, c'est le retour de la folie, c'est où là on est vraiment avec les personnes internées et on est vraiment proche des chambres où ces dames sont internées et on nous fait patienter, on va être reçu. Voilà. Alors déjà, c'est encore très particulier parce qu'on entend des gens qui crient, sauvez-moi, des gens qui, c'est vraiment assez impressionnant. Moi, j'ai jamais été confronté à ce genre de situation. Il y a une dame qui faisait des allers-retours vers nous en faisant des tout petits pas. Elle marchait juste comme si on jouait le jeu pour piano pas, je sais pas comment ça s'appelle, où tu mets ton pied l'un devant l'autre là. Bon bref, donc vraiment elle fait des tout petits pas et elle revient vers moi, elle me dit est-ce que t'as du feu, est-ce que t'as des cigarettes? Je lui dis non.
elle s'éloigne en petits pas et elle revient. Et c'est comme ça en permanence. Elle te redemande à chaque Elle me redemande à chaque fois. Est-ce que t'as du feu, est-ce que t'as des cigarettes? Hop, elle revient. Donc Toi, tu te sens comment à ce moment-là? Bah là, moi, c'est là où je me dis, c'est plus une petite BA là. Non, mais là, là, il y a vraiment un stress qui est monté et chez elle et chez moi. Et il y a un début d'impatience. Enfin, là, il y a déjà de l'impatience. Qu'est-ce que je fais là? Je me disais, je veux pas qu'on la vire de l'hôtel parce que j'ai pas envie qu'il lui se passe un truc dans la rue. Mais là, je me dis, je veux pas la laisser là non plus. Et j'ai perdu complètement mon côté. Bon bah, y a pas de problème, je vais m'occuper de la situation. Je suis autant vulnérable qu'elle et je suis autant perdu qu'elle. Et en fin de compte, c'est pas vraiment moi qui ai pris les décisions. On m'a conseillé successivement d'aller dans cet endroit-là, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais on reste encore un certain nombre de temps à attendre. Et là, je discute avec elle. Elle me donne son passeport parce qu'à chaque fois, elle doit me présenter ses papiers. Et je me rends compte qu'elle a des tampons de tous les pays du monde. En fait, c'est une dame qui n'avait pas de mari et qui est prof de maths. Et comme elle a beaucoup de vacances tous les ans, elle va dans un nouveau pays. Et elle me raconte que tout se passe bien tout le temps, sauf que là, Buenos Aires. Elle avait prévu de faire plus d'un mois d'Amérique du Sud, et au bout de la première semaine, elle est incapable de sortir du lit. Donc tout ça c'est en anglais. Hein. Elle est reçue par plusieurs médecins qui la reçoivent. J'attends tout seul dans mon couloir avec la personne qui fait des petits pas pour me demander du feu. Et après, je me dis ils vont dire quelque chose. Ciao, je pars. Et ils me disent c'est votre tour, on va vous recevoir dans la même pièce où elle a été reçue. Alors moi, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, j'ai pas de problème. Et en fait, c'était un peu un interrogatoire pour savoir qui j'étais et quelles étaient mes intentions. Donc on m'a dit vraiment pourquoi vous êtes avec cette dame, pourquoi vous faites ça, comment vous l'avez connue, et moi je me dis mince, je suis un peu sur le banc des accusés quoi. Moi à la base je voulais juste faire une bonne action et j'ai eu un petit moment de stress parce que je me suis dit on va peut-être m'accuser d'avoir fait un truc, je sais pas. Et au final on me dit on peut pas la garder, toujours pas. Et on est encore dans un endroit incroyable. Et j'avais entendu parler de l'hôpital italien. Et donc je me suis dit, elle est italienne, hôpital italien. Dans ma tête, on va arriver à l'hôpital italien et les gens vont nous recevoir en parlant italien. Et elle va pouvoir parler sa langue, ça va être un soulagement pour elle. Sauf que l'hôpital italien, il s'appelle comme ça, mais c'est une marque en fait. C'est comme KFC, c'est Kentucky, mais il n'y a pas des gens du Kentucky au KFC, tu vois. Donc là, on prend un taxi où on traverse toute la ville pour arriver à ce fameux hôpital italien. Encore une fois, la réception. Mais là, mon impatience, elle est vraiment au max, quoi. C'est le 4e hôpital. C'est le 4e hôpital. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Et c'est surtout que cette journée a commencé le matin en tirant de l'argent. Et là, il commence à être 5-6 heures du soir, en fait. Hein. Ça a vraiment duré toute la journée. Et à l'hôpital italien, donc tu fais la queue comme tous les hôpitaux. Et pareil, rebelote, elle a mal où. Et je dis là, elle est juste pas bien, il faut que quelqu'un s'en occupe. Et moi, je vais pas m'en occuper. Donc je me dis voilà, faites quelque chose quoi. Et là, c'est le moment où je perds un peu patience, où je dis mais vous voulez que je lui casse une jambe? Vous voulez que je lui casse une jambe pour qu'elle ait une raison d'être internée, en fait? Tu vois, je disais des trucs comme ça parce que je disais, moi, une chose est sûre, c'est que si je rentre à l'hôtel et que je rentre avec elle, elle est dans la rue. Et donc, voilà. Je sais pas quoi faire. J'ai essayé d'exprimer mon désespoir. Alors, c'est aussi à l'hôpital italien où j'ai compris qu'elle parlait français très bien. Alors qu'elle m'avait pas du tout... Depuis le début de la journée, je parlais un anglais médiocre avec elle. Et elle me dit mais si tu veux je parle français.
Et donc là, je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Et finalement, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle reste dans cet hôpital italien. Donc la dernière étape pour moi, ça a été de chercher ses affaires qui étaient restées à l'hôtel. Donc elle m'a payé un hôtel, j'ai fait l'aller-retour, je lui ai ramené ses affaires. Elle m'a payé un taxi, ouais. Un hôtel. Non, elle m'a pas payé d'hôtel. Elle m'a pas payé d'hôtel. Elle m'a payé un taxi, je suis allé à l'hôtel, je suis revenu avec ses affaires. Et j'ai eu des nouvelles, elle est restée internée, ils ont changé son billet, elle est repartie. Et l'histoire s'arrête là, pour moi. J'ai fait ma BA qui a duré finalement toute une journée. Les suites de cette histoire, c'est que elle a commencé à m'envoyer elle m'a retrouvé sur LinkedIn. Oh non, au début, elle m'a envoyé, je lui avais laissé un contact pour qu'elle puisse me donner des nouvelles. Je voulais quand même être au courant de ses nouvelles. Et là, on m'a envoyé des mails incompréhensibles, très très longs mails sans jamais passer à la ligne, où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas quand même chez cette personne. Mais ça directement après ton départ de l'hôpital ou quelques mois plus tard? Alors, il y a eu déjà au moment où elle est partie, elle, d'Argentine, où j'ai reçu un mail où elle m'a expliqué que à son arrivée, elle se sentait mieux et que du coup, elle s'est dit je suis en vacances et j'ai perdu mes vacances, donc je vais reprendre un vol. Ça, c'est son premier mail où elle m'a dit je suis arrivé, puis je me suis dit voilà, c'est bon, c'est réglé mes histoires, je repars. Et là, je sais pas ce qu'elle m'a raconté, j'ai pas relu parce que ça m'angoisse de la lire. Et elle a réussi à abandonner quand même, elle a abandonné son projet de repartir pour le même voyage qu'elle avait prévu de faire. Quelques années plus tard, je crois que j'ai arrêté de répondre à ses mails parce qu'elle me faisait peur. Oui, donc en fait, elle t'en a envoyé plein. Elle m'en a envoyé un autre, et après, elle m'a retrouvé sur LinkedIn en se disant, là, il va peut-être répondre. Et elle m'a dit, quelques années après, je suis de retour à Buenos Aires. Ça serait génial qu'on prenne un café. Et là, moi, j'ai une angoisse qui est remontée de revivre tout ça. Et donc, je vais pas répondu, ou voilà. Mais pourquoi une angoisse? Toi, t'étais angoissée avec elle? Enfin... il y a quand même, ouais, c'est ça, je pense que pour le nom de ton podcast, ce moment, pour moi, dans cette histoire, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un moment où tu bascules entre vouloir donner un coup de main à toi-même te mettre en danger, en fait. Et finalement, te mettre en danger et mettre l'autre personne en danger, en fait. Et ça a été un moment très difficile pour moi ouais, j'étais embarqué dans une histoire, donc c'est ça qui m'angoisse, en fait. C'est j'étais pas serein, quoi. J'étais pas serein dans là où on était. Personne me rassurait non plus. Ça fait que quelques mois que j'étais dans ce pays. Je savais pas comment ça allait se terminer cette histoire. Et donc pour le podcast, je l'ai recontacté à nouveau pour essayer de lui demander un petit peu ses sensations avec du recul, comment elle avait vécu, etc. Je me suis dit c'est marrant, je vais la recontacter. Et finalement, elle m'a réenvoyé le même style de mail habituel où elle est revenue sur toutes les étapes. Elle a notamment parlé du fait que ça lui avait coûté une fortune cette histoire d'hôpital italien parce que c'est un hôpital privé. Et pareil, à la relecture de ce nouveau mail récent, je suis re-angoissé, en fait, un peu de sa folie, je sais pas. Parce que bon, forcément, la folie, ça fait peur, et quand on en est loin, on n'est pas confronté. Mais là, d'avoir été à côté d'elle et d'être dans ce contexte-là, j'étais un peu flippé, ouais. Et donc c'est plus sa folie à elle qui t'a traumatisé que les hôpitaux psychiatriques avec ces gens qui avaient des comportements un peu dérangeants ou qui t'ont mis mal à l'aise. Ces hôpitaux-là, je savais que j'étais pas là pour être interné moi, et que j'avais... En fait, mon inquiétude, c'était d'avoir quelqu'un à charge, entre guillemets. C'était un peu ça.
elle dépendait de moi en fait. C'est la responsabilité que je m'étais moi-même mise qui me pesait en fait. Il y a un petit effet. Donc comme je te disais, j'ai l'impression que j'ai un peu le syndrome du sauveur dans ma vie en règle générale, et ça me joue des tours. Là, je prends cette anecdote-là, mais je peux avoir du syndrome du sauveur avec mes proches, avec mes copines, enfin, c'est un truc un petit peu particulier. Enfin, j'ai repensé parce que je me suis dit, j'ai envie de te raconter cette histoire-là parce que, à la base, je voulais parler de l'Argentine parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie d'aller vivre en Argentine. Et cette histoire-là, c'est un peu passé au début. Mais au final, je trouve ça intéressant le syndrome du sauveur. Je me rends compte que ça fait écho un peu à beaucoup de choses dans ma vie, et avec tout ce que ça a de complètement narcissique aussi, parce que t'as envie de te mettre dans une position de pouvoir en fait. C'est un peu bizarre comme situation, parce que finalement à quel point je voulais l'aider elle, à quel point je voulais être content d'avoir fait une BA, à quel point je voulais avoir une figure du gentil et le raconter à la fille dont j'étais très amoureux, ou j'en sais rien, à quel point c'est pas un délire qui se passe entre moi et moi, tout ça en fait. Et comme je te disais avant le podcast, je me suis même dit en repensant à cette histoire à quel point ce qui était très marquant en fait avec cette dame, c'est que plus moi je prenais la position du sauveur, plus elle se mettait dans une position de victime et dans une position de je te fais confiance. Et dans les moments où elle a dû réagir, elle arrivait quand même à réagir, même en étant sous cachet, même en étant pas bien. Et avec du recul, je me dis mais à quel point finalement, si elle avait été virée de cet hôtel, elle se serait pas débrouillée à en trouver un autre, elle aurait pas pu changer son billet par elle-même ou faire quelque chose. Et à quel point moi, en disant mais t'inquiète, je vais te sauver, j'ai pas encore plus aggravé la situation, et en prenant des décisions de petit jeune de 25 ans qui comprend rien à l'Argentine, elle a fini dans un hôtel à payer très cher, un hôtel privé qui s'appelle Italiano, et je me suis dit elle est italienne, voilà. Et donc voilà, je me dis est-ce que ça pourrait pas me servir de leçon, même si ça me sert pas de leçon parce que je continue à avoir cette position là, mais j'aimerais bien que ça me serve de leçon pour dire déjà même les gens qui sont dans des situations vulnérables sont suffisamment adultes, parce que en plus j'étais avec une dame plus âgée que moi, donc elle était suffisamment adulte pour s'en sortir, et j'impose un peu ma BA, j'impose ma gentillesse, et au final je n'assume pas quand tout part en cacahuète en fait. Mais comment ça t'assumes pas? Parce que jusqu'au bout tu l'as accompagné et... Ah oui, non, bien sûr. Mais à quel point moi-même je me mets dans une posture de tout puissant, et alors que finalement dans beaucoup de situations je me dis j'aimerais bien avoir mon propre sauveur, et finalement est-ce que j'essaie pas de me sauver moi-même? Enfin, je pars dans la psychologie de comptoir, mais parce qu'il y a un truc où se mettre dans cette position-là, tu te dis, ça te permet d'oublier tes problèmes, d'oublier que notamment toi-même tu flippes, t'as pas de travail, tu sais pas si ton projet Argentine va pas s'arrêter au bout de 2 mois en ayant bu des coups pendant 1 mois dans un hôtel et ciao. Et du coup, tu te dis j'ai une mission, et à quel point ça peut jouer des tours quoi. Et donc voilà, ça c'est un petit peu le retour à l'instant T pour moi, c'est repenser à toute cette histoire là, à quel point je l'avais un peu oublié cette histoire, et à quel point c'est bien représentatif de d'où ça peut m'emmener, vouloir être gentil et vouloir être sympa, et finalement être un petit peu trop bon, trop con quoi, j'en sais rien. Mais je me souviens d'ailleurs de moments quand vraiment l'impatience montait, que j'étais dans un taxi qui mettait 1 demi-heure parce que cette ville est immense. Je me souviens
dans le taxi, m'être dit, repenser au moi du matin qui avait pris la décision de me dire pourquoi j'ai fait ça et pourquoi regarde où j'en suis rendu, quoi. Pourquoi je l'ai pas laissé juste partir de l'hôtel. Et il y a un autre truc assez particulier qui est pas très avouable, mais c'est anonyme. il y a aussi un autre truc, c'est que à un moment, je me suis dit peut-être que ma seule carotte pour tenir le coup de cette journée, c'est que toute la journée, elle payait tout en cash parce qu'elle venait d'Italie, elle avait tiré son argent. Et je me disais, au final, j'ai tellement fait une BA énorme pour elle que quand je vais lui dire au revoir, elle va me dire, bon, ok, Hugo, tiens, ça, c'est ton pourboire de la journée. Tu crois que tu l'attendais? T'as senti une petite déception en partant? Je crois que, à un moment, c'est pas du tout mon tempérament, je fais les choses gratuitement mais dans le fond, je sais pas si cette fois-ci j'avais envie d'un retour direct, parce que normalement la BA, c'est tu fais une BA pour quelqu'un et tu reçois un retour de quelqu'un d'autre un autre jour. Enfin, mais là pour le coup, je la sentais redevable de quelque chose, quoi. Je crois qu'en fait, quand j'ai ramené les valises, elle m'a payé le taxi pour aller chercher les valises et revenir. Et après, pour retourner à l'hôtel, j'ai moi-même payé mon taxi. Et ça, je me disais, elle va me payer mon taxi en disant, bah voilà, au moins tu rentres au point de départ. Et là, j'ai payé mon taxi en me disant, en fait, non, t'as pas eu ton pourboire et t'as pas eu ton retour à la case départ, quoi. Et en fait, c'était peut-être au vu de l'implication que tu as mis pour l'aider et te sortir de là. Pour toi, t'as peut-être trop donné. En tout cas, tu t'attendais pas à donner autant pour elle. Et du coup, c'est pour ça que tu la sentais redevable aussi. C'est ça, et je pense que c'est assez représentatif du fait que de toute façon, on fait jamais les choses vraiment gratuitement. Et là, j'ai pensé à un pourboire, un taxi. Mais en vrai, pour en revenir à cette position de sauveur, je la fais pour un besoin peut-être narcissique, j'en sais rien. Je peux avoir cette position-là pour séduire, puisque je suis sorti avec des personnes et on a créé à deux ce schéma-là. Je pense que c'était une manière pour moi de séduire au travers ça. Il peut y avoir des moments où, enfin en tout cas, c'est jamais gratuit en fait. C'est jamais juste je suis Hugo, je suis sympa en fait. Il y a toujours un truc. C'est jamais la même chose. C'est pas tous les gens avec qui je suis gentil. Je le fais pour séduire et sortir avec la personne. Non, mais ça peut être de multiples façons. Ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est un cercle vicieux où on est pris dans un truc où Hugo est sympa et Hugo a encore plus envie de l'être, et Hugo se retrouve de plus en plus dans des situations qui peuvent devenir très compliquées, comme celle de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Je te raconte tout ça parce qu'on revient sur cette anecdote, et du coup j'essaye de gratter l'autre face, comme tu dis, comme quand on dit partir à l'étranger. Moi j'étais en Argentine, on dit bah moi je suis parti pour découvrir le monde, et après on se dit ah ouais, si on creuse un peu, t'es aussi parti parce que tu voulais fuir tout ça, tu vois. Au final, la partie la plus importante du voyage en Argentine, etc., c'est que du positif, et on dit bah génial, t'as fait plein de voyages. Mais je trouvais ça intéressant là dans ton podcast de dire on va gratter l'autre partie, quoi. L'autre partie. Parce qu'au final, j'aurais pu te raconter cette anecdote-là en disant bah t'as vu. Je suis super gentil. mais d'ailleurs, en fait, à quel point je précise tout ça, le délire narcissique, c'est que je fais une BA et je finis par la raconter dans un podcast. Donc ça veut dire que finalement c'est pas une BA, je la fais discrètement, j'en parle à personne, je suis en train de la raconter, et du coup elle va être écoutée, et du coup j'ai envie d'avoir la pancarte Hugo est sympa, en fait, tu vois. Il y a et d'ailleurs en parlant de raconter, c'est aussi j'ai eu l'occasion de faire du stand-up,
Et j'ai écrit des textes sur ce côté-là. Donc pareil, quand je parle de moi, je parle de ça parce que ça fait partie de moi, mais parce que peut-être que c'est comme ça que j'ai envie que les gens me voient, et c'est comme ça que voilà que j'aime me présenter en fait. Donc c'est quand même analysé quoi. Vu que t'as un divan, je vais m'allonger à la fin du podcast. On commence la séance. En plus, t'es assis sur un petit fauteuil qui fait très... Les jambes croisées, ouais, t'inquiète. Voilà, c'est parfait. Il manque plus que le petit calepin. Mais ouais. Donc je réfléchis à tout ça et voilà. Donc si vous voulez voir d'ailleurs plus d'infos sur le Borda, il y a plein de documentaires. Il y a un film, j'ai noté parce que je l'ai vu. Il y a un film qui s'appelle Solo, où on voit, c'est l'histoire d'un pianiste qui se retrouve à l'hôpital Borda et qui fait des concerts depuis l'hôpital, qui essaye de sortir de l'hôpital et donc là on voit bien le Borda de l'intérieur. Moi j'ai juste vu la salle d'attente, mais il y a plein de choses qui se passent là-bas quoi. Solo, c'est un film argentin mais qui a été réalisé par il y a des Français là-dedans, donc je l'ai vu au cinéma à Paris. C'est pour se mettre un peu dans l'ambiance par laquelle tu as traversé cette journée. Ma journée était beaucoup moins fun que le film, même si le film, bon, c'est quand même particulier, mais ouais, on voit un peu ce que c'est. Et puis ouais, je crois que la radio fonctionne encore. On peut écouter la radio du Borda enfin c'est très intéressant. D'ailleurs, un autre. Je sais pas si les deux sont liés, mais bon, moi je suis très fan de podcasts, donc j'écoute le tien maintenant. Mais il y a aussi un hôpital psychiatrique qui s'appelle Laborde ou quelque chose comme ça en France, où c'était à l'époque des années 70, liberté sexuelle, on teste des trucs, où ils ont fait un hôpital psychiatrique sans porte fermée, sans vigile. Donc les gens vivent un peu en communauté. Et pareil, je sais pas si c'est ça le nom Borda vient de là, mais en tout cas ça existe aussi. Il y a une page Wikipédia, il y a des podcasts là-dessus. Donc voilà. Franchement, moi je trouve que au-delà du coup de ton histoire et de ton témoignage, c'est super intéressant ta façon d'analyser. Tu vois, tu nous racontes un moment que t'as vécu dans ta vie. Une histoire assez improbable où à la fin de ta journée, tu te dis mais merde, dans quel pétrin je me suis mis et pourquoi j'ai fait ça. Mais au-delà de ça, en fait, l'analyse que tu as de toi-même sur quelles intentions, ta manière de te présenter face aux autres. Merci, ouais, mais je pense qu'on est un paquet. On a tous nos schémas. On a tous nos schémas, mais je pense qu'on est pas mal à être dans ce système-là, ouais, ouais. Bon, j'espère que tout le monde finira pas au Borda. Bah merci à toi, merci pour le partage de cette histoire et du coup pour les petites ressources que tu nous as données. Je sais que tu fais du stand-up. Du stand-up, ouais. Si tu veux donner alors, un peu de pub. Ouais, non, moi j'installe Instagram pour faire la promo et je le désinstalle après parce que j'ai une petite addiction et du coup je préfère désinstaller directement. Non, je peux faire de la pub pour Comédie de Comptoir, qui est le plateau sur lequel je vais le plus souvent. Et, à Barcelone. Je vais aussi au plateau de Nico, qui est passé dans ton podcast, Les Petits Barcelonais. Mais j'écris de temps en temps, c'est très dur. C'est très dur, donc de temps en temps, j'écris et je joue et je teste aux comédies de comptoir. Donc venez à tous les comédies de comptoir et peut-être vous avez la chance de tomber sur moi ou la malchance, j'en sais rien. Mais ratez aucun comédie de comptoir et vous tomberez sur moi. Très bien, bah écoute, merci beaucoup et au plaisir de te revoir sur le podcast avec une autre histoire dans quelques années. Ok. Après un voyage. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Hugo pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast.
De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. À bientôt pour le prochain épisode.